Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir après plusieurs années, donc plusieurs années sans tourner de vidéo sur le résumé de livre. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'un bouquin qui je trouve est tout à fait d'actualité et en plus de ça est vraiment dans la réalité des choses, dans la vérité. Il a été créé par un anthropologue italien. Et donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous résumer succinctement le livre, donc pour que vous ayez une idée, en tout cas, les idées de base, les idées les principales du bouquin. Alors, pour que vous n'ayez pas forcément à le lire, mais bien sûr, je vous mettrai dans la description tout ce qu'il vous faut si vous voulez l'acheter, voilà, vous faire plaisir, aller plus en profondeur et vous faire votre propre avis. Mais aujourd'hui, c'est le but de vous donner envie, bien sûr, et de surtout retenir quelques idées clés. Voilà, donc ça va être assez rapide, mais en même temps, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, le sujet est assez complexe. Alors, quel est le but de son auteur, donc Stefano Boni? Pourquoi il a appelé ça Homo Confort? Alors vous le voyez c'est pour ça que je l'ai mis sous la couverture du livre. Il a pris une personne qui monte un escalator, qui se laisse guider. Donc ça va être un petit peu le cœur de sa thèse, parce que c'est une thèse qu'il a fait à la base. Donc lui, il est parti sur l'idée, vu que c'est un anthropologue, il étudie les comportements humains. Donc forcément, il s'est dit, tiens, on est en 2022, quelle est la chose qui revient le plus dans le comportement humain? C'est la consommation, c'est la recherche du confort, je dirais, absolu. Alors il a fait ce choix du titre, évidemment. Homo confort, c'est l'homo sapiens, donc l'homme, et le confort. Il réunit les deux, et vous voyez un petit peu en dessous du bouquin, qu'est-ce qu'on voit? Le prix à payer d'une vie sans effort ni contrainte. Donc vous voyez, il y a déjà une notion de prix à payer. Alors forcément, quand vous voyez ça au début, mais quel prix y a-t-il à payer? Puisque de toute façon, aujourd'hui, on a une société où on a tout le confort qu'il nous faut. Là, je vous fais une vidéo avec la fibre internet, avec une caméra, etc. Un chouette siège que j'adore, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un prix à payer et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, je vais vous mettre une petite image en fond. Donc, l'idée aussi de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de la regarder directement. Vous pouvez faire autre chose à côté, quelque chose, soit du travail, soit une partie à côté, voilà, juste entendre ma belle voix, bien sûr, pour que vous puissiez retenir les choses. Alors, l'auteur, il va opposer deux choses. D'abord, la première chose, il appelle ça l'hypotechnologie. Alors, l'hypotechnologie, c'est quoi? C'est l'idée que à l'époque, donc il y a 2, 3 siècles en arrière, avant la révolution industrielle, on était donc dans une ère où on cherchait pas à atteindre forcément une technologie avancée. Donc c'était tout ce qui était artisanal, tout ce qui était voilà, coopération entre les gens, ce qu'appelait Durkheim la société organique. Alors la société organique, c'est chaque individu trouve en quelque sorte sa place dans la société. C'est-à-dire toi, tu étais forgeron, ton père était forgeron, tu vas le devenir aussi. Mais chacun avait une utilité dans la société, c'est-à-dire que chacun savait le rôle qu'il devait avoir et on cherchait pas à le remettre en question. Pareil pour tout ce qui était la chasse, la pêche, tout ce qui va être travail du cuir. Chaque société qui on appelait primitive, d'accord, dispatcher les rôles entre chacun et on cherchait absolument pas à améliorer les outils qu'on avait pour en faire des super outils. Mettons que on avait des lances ou des machettes, on cherchait pas à en faire des fusils ou des pistolets. Ça c'est l'hypotechnologie, c'est-à-dire qui cherche à se nourrir de ce qu'elle a autour d'elle avec la nature, avec des outils assez primitifs, et qui va rester là-dessus. Et donc il oppose avec l'hyper-technologie. Alors l'hyper-technologie, c'est très simple, je pense que vous l'avez entendu assez souvent ce mot, c'est, eh bien, je vais chercher à dépasser ce que j'ai maintenant, ce que j'ai actuellement, pour avoir quelque chose de toujours plus performant, toujours plus efficace, voire même efficient, c'est-à-dire qu'il va chercher à atteindre un but de la manière la plus simple possible. Alors, forcément, il s'est passé des choses entre les deux modes de vie. Donc l'auteur il pense donc après la révolution industrielle, donc on va dire milieu début du 19e siècle, donc tout ce qui va être train à vapeur, tout ce qui va être la recherche, vous savez, des mines d'or, etc., va être de plus en plus aidé par des nouvelles machines, par des nouveaux outils. Donc on l'a aussi avec évidemment le monde agricole. Donc fini tout ce qui était tâches un petit peu ingrates, de se baisser avec la faux, etc. Là, on va avoir des tracteurs, des nouveaux outils qui vont être de plus en plus efficaces. Voilà. Alors,
Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il explique lui, c'est que ce qu'on a gagné donc en confort, et c'est le cœur de son livre, ce qu'on a gagné en confort. Donc là, je vous ai mis l'image de quelqu'un qui voilà, qui le confort absolu. C'est normalement quand vous êtes dans quelque chose qui est confortable, ben, vous vous retrouvez comme ce monsieur, donc totalement apaisé, totalement heureux. D'ailleurs, voyons la définition du mot confort. Vous l'avez, c'est l'ensemble des commodités, des agréments, voilà, qui produit le bien-être matériel, bien-être en résultant. Donc là, il y a d'abord l'aspect matériel, ce que je vous disais, avec des outils de plus en plus utiles qui sert à l'homme. Et puis il y a aussi l'aspect, bien évidemment, qui va découler de ce bien-être matériel, l'aspect bien-être mental, psychologique. Bien-être donc aisance qu'apporte un vêtement, une pièce de mobilier, un véhicule, peu importe. Voilà. Donc, du bien-être matériel doit en sortir un bien-être psychologique. Sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc l'auteur lui nous explique, on a sacrifié, et pour lui c'est ça qui est intéressant, délibérément, c'est-à-dire qu'on a accepté de sacrifier tout ce qui était la société organique de l'époque, tout ce qui était le savoir-faire qu'on avait, c'est-à-dire que forgeron, il avait sa technique, il avait sa manière d'utiliser les outils, d'accord, qui était différent du forgeron qui était du village à côté. Tout ça, on a décidé de le sacrifier, de jeter à la poubelle pour une société de plus en plus agréable à vivre, c'est-à-dire de plus en plus confortable, où il y a de moins en moins d'efforts à fournir. C'est-à-dire qu'une même tâche il y a 100 ans, il y a 50 ans même, aujourd'hui, on fait la même chose avec les machines et on gagne des heures entières sur la production, tout simplement sur le confort aussi d'utilisation, en étant moins fatigué à la fin. Donc pour lui, on a voulu sacrifier ça en acceptant une société qui devient de plus en plus aseptisée et de plus en plus confortable, certes, mais en échange, on a perdu tout notre système de valeurs traditionnel, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire le savoir-faire qui était unique entre chaque famille parfois. Tout ça, ça a été éjecté en fait. Et pour lui, on peut dater ce moment-là à peu près après la Seconde Guerre mondiale, donc au début des années 50, 60, ce qui me semble être pertinent, puisque c'est à partir de là que bon, il y a eu le pacte Marshall, donc qui a voulu bien que les pays qui ont été particulièrement touchés par la Seconde Guerre mondiale, donc la France, les pays de l'Est, etc., l'Espagne, puissent être un petit peu inondés de nouveaux outils, donc tout ce qui est les premières voitures, les premiers réfrigérateurs, voilà, ce genre de choses, ça a été absolument inondé sur le marché européen, et en échange donc de ce matériel, de tout ça, en échange, les pays européens avaient des réductions faramineuses, hein, ça coûtait quasiment rien, j'exagère un peu, mais c'était beaucoup moins cher s'ils avaient acheté par eux-mêmes, par envie, mais la contrainte, c'était écrit noir sur blanc dans le pacte Marshall, c'est qu'ils devaient acheter uniquement aux États-Unis, ce qui a permis aux États-Unis de relancer leur production, et vous connaissez la suite. Donc ça c'est la première chose, l'idée principale, on a sacrifié ça. La deuxième chose pour lui, c'est que à partir du moment où vous avez décidé de rentrer dans cette idée de confort, ce n'est plus vous qui décidez comment on va dicter votre vie. Donc je vais pas vous parler aujourd'hui de marketing, voilà, de publicité, mais l'idée première pour lui, c'est que les grosses industries, les grosses entreprises qui ont pu produire en masse, hein, donc avec l'économie d'échelle, qui consiste en quoi? C'est plus je produis de produits en termes de quantité, plus je vais pouvoir à la fin baisser le prix unitaire de vente, tout simplement parce que quand je produis en masse, je peux me permettre de baisser le prix unitaire à la fin puisque je produis de grosses quantités et donc au final je vais m'y retrouver économiquement. Donc à partir du moment où ce modèle dans les années 60 est devenu un petit peu la norme hein, pour les entreprises, les grosses sociétés comme Ford, etc., commençaient à produire en masse, eh bien les produits qui sont arrivés sur le marché, certes, une fois que les gens ont été équipés, mais qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu aussi innover, c'est-à-dire que votre produit que vous avez acheté de base, votre voiture, on a pas arrêté d'agrémenter des nouveaux outils, des nouveaux services dessus. C'est-à-dire que les vitres électriques, le mode turbo, etc., tout ça de plus en plus puissante. Alors, quel est l'intérêt derrière? Vous allez me dire, c'est très simple, hein, c'est de vous faire acheter le produit au-dessus. C'est-à-dire, j'ai une voiture, finalement, j'ai besoin, en tout cas, ils nous font ressentir le besoin, parce que ça a été créé artificiellement, d'avoir la nouvelle voiture avec la nouvelle couleur, les nouveaux services qui sont inclus dedans.
Donc, ils se sont bien rendus compte que, je vous prends un exemple, un réfrigérateur, dans les années 50, ils faisaient la même chose, c'est-à-dire garder les produits au frais, d'accord? Aujourd'hui, en 2022, j'ai la même chose, un réfrigérateur qui garde les produits au frais, sauf qu'il me fait des glaçons, il me donne la température directement, je peux me connecter par Wi-Fi, et même ça va plus loin, il peut me dire les produits qui manquent selon ma consommation dedans, grâce à mon application. Donc vous voyez, sur mon portable, j'ai une application, qui me donne des infos qui sont absolument inutiles, hein, on est d'accord, mais ça fait gadget, ça fait vendre en fait, c'est-à-dire que ben, eux, ils ont besoin de nous faire croire qu'on a besoin de toujours plus. Et là où c'est très fort, c'est que ces industriels, en faisant ça, eh ben, ils ont totalement écarté tout ce qui était petits artisans, petites productions individuelles, mais qui étaient authentiques, hein, qui étaient presque personnalisées. Donc, les petits artisans n'ont pas pu tenir face à ces grosses entreprises qui sont devenues ben, les plus grosses entreprises du monde. Hein. Donc, forcément, ils ont dû mettre la clé sous la porte. Et ce savoir-faire qu'on avait, encore une fois, a été éjecté, a été banni, puisque ne pouvaient plus le transmettre à d'autres, puisque économiquement ce n'était plus viable. C'est là où c'est extrêmement fort. Donc pour l'auteur, encore une fois, certes, vous allez me dire, mais franchement, on a plus de confort que jamais, pourquoi on irait se plaindre? Eh ben, pourquoi on irait se plaindre? C'est parce que, et ça je vous apprends rien, de produire en masse comme ça, de faire ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, ça a aussi une incidence sur notre vie de manière générale. C'est-à-dire que, ben, économiquement, on est obligé de, voilà, de vouloir, enfin, en tout cas, on veut toujours plus dépenser, donc il y a un mal d'être qui se crée aussi chez la personne, on veut toujours plus, etc. Donc ça nous met mal, il y a des crédits qui se font, ce genre de choses. Alors écologiquement, eh ben, on est obligé finalement de détruire un petit peu la terre, hein, puisqu'on va chercher des minerais, on va de plus en plus aussi socialement faire les usines qui sont dans des conditions abominables. Rappelez-vous, il y a quelques années, dans les usines Apple en Chine, vous avez mis des barreaux pour pas que les gens se suicident. Encore une fois, écologiquement, on ravage la planète parce qu'il nous faut des matériaux, des matières premières pour construire tout simplement ces voitures, ces iPhones. Il faut aussi, en termes d'industrie agroalimentaire, on va pêcher, on va faire de la surdose de pêche parce que les gens veulent des produits qui sont pas forcément nécessaires, d'accord? La consommation de viande, à l'époque, on consommait beaucoup moins de viande, c'était peut-être 2 fois par semaine que les gens mangeaient de la viande dans les années 50-60, mais aujourd'hui, ben, on veut toujours plus, hein. On veut être comme ce monsieur en fond d'écran que j'ai mis, on veut être heureux, bien sûr, en tout cas on va avoir l'illusion qu'on est dans un confort absolu. Et alors, et c'est là aussi que ça devient très intéressant dans son livre, ce confort, il nous a habitués à quoi? Ben, il nous a habitués à une paresse morale, mais aussi physique. On a de moins en moins envie de faire d'efforts sur quoi que ce soit. Donc tout ce qui va être, et c'est là où vous voyez, je pense, vous me voyez venir, tout ce qui va être révolte, tout ce qui va être le fait de se syndiquer, de se liguer contre nos conditions de vie de plus en plus désastreuses. Hein. Regardez, il y a eu les gilets jaunes, mais aujourd'hui il n'y a plus rien, d'accord. On n'a plus cette motivation. On n'a plus cette motivation, on va moins se rebeller, on va moins attaquer l'État ou ces grandes entreprises qui nous prennent pour des idiots, hein, soyons honnêtes, qui nous prennent pour des véritables idiots. On va moins les attaquer parce que tout simplement on se soude moins, on se réunit moins, parce que chacun est dans son petit confort, de manière individualiste, chacun a sa petite maison, là, la petite maison Phoenix, hein. Alors c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont fait faillite, mais on a tout le confort chez nous, Internet, les matériaux qui vont bien, donc pourquoi on irait prendre le risque de perdre du salaire, de se réunir pour obtenir quelque chose? Mais tout simplement, on n'en a pas envie, parce que on est sous une sorte de coupelle, où là, on est dans un confort artificiel, c'est comme si j'augmentais la température dans votre chambre pour vous faire croire que tout va bien, que vous êtes au bord de la plage, pendant qu'il se passe des horreurs dans le monde entier. Et que on est en train de, ben voilà, là on le voit très bien, tout le monde le dit, oui, ben écologiquement on sait pas ce qu'on va laisser dans 50 ans, on est en train de devenir des vaches à lait, le monde ne ressemble plus à rien, d'ici 50 ans il manquera des espèces, des pays entiers qu'on pourra plus visiter certains endroits parce qu'on a tout ravagé, mais c'est pas grave, parce que on a notre petit fauteuil, on a notre petite maison avec son confort individuel. J'appuie sur un bouton, ma pergola elle s'ouvre toute seule. Vous voyez, ça rend les gens de plus en plus, je dirais, aliénés et donc de plus en plus fragilisés. Et ça, ben c'est le but premier. L'État a beaucoup
et c'est aussi ce que dit l'auteur, l'État a beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire ils ont fait des décrets, ils ont voté des lois, vous savez, les fameux lobbyismes, hein. Donc le lobbyisme, c'est quoi? C'est représenter au Sénat, au Parlement, des grosses sociétés en général, par l'intermédiaire de quelqu'un qui est bien placé, pour essayer de faire passer, tiens, j'aimerais que telle loi passe, regardez la loi qu'il y a eu il y a quelques années sur les éthylotestes dans les voitures, eh bien, vous pensez bien qu'il y a des gens derrière, si demain on dit tout le monde doit avoir un éthylotest dans sa voiture, devinez qui c'est qui profite du crime? C'est évidemment les sociétés qui fabriquent ça. Et ainsi de suite, ça va être pareil pour les voitures électriques qui d'ici, soi-disant 2030, seront obligatoires, devinez qui va être bénéfique par rapport à ça. Et donc tout ça, l'État a voulu accepter ce petit jeu-là avec les grosses sociétés, d'ailleurs, toutes les sociétés, les grosses entreprises, encore une fois on parle de grosses sociétés, pas de moyennes entreprises, je parle vraiment de mastodontes, mais ils sont en accointance avec l'État, avec ceux qui votent les lois, pour que ça les arrange. Ça date pas d'hier, regardez le film Le Président avec Jean Gabin, il y a un passage extraordinaire de 2-3 minutes, où il fustige en disant, regardez, chaque personne qui sont à l'Assemblée nationale, il me semble que c'est l'Assemblée nationale, vous avez tous des intérêts dans tel ou tel secteur pharmaceutique, minier, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Ce qui est beaucoup plus récent, c'est que le confort actuel est en train d'exploser, on est dans l'hyper-technologie à fond les ballons, et il semble plus y avoir de limite. Donc on a tout sacrifié pour en arriver à ce confort-là. Et le pire, c'est que les gens le veulent vraiment. C'est-à-dire, tout le monde est là à dire, ah ben tiens, je veux que sur mon téléphone, il y ait telle application, il puisse faire telle chose, telle chose. Alors que si vous réfléchissez 5 petites minutes, vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin. Et moi, le premier, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut vivre de manière un petit peu peut-être plus minimaliste, tout simplement parce que ceux qui sont en train de nous faire, c'est de nous ravager le cerveau. Et ça, c'est écrit de manière noir sur blanc dans le bouquin. Donc il explique qu'il y a 7 stratégies pour lui, pour que les entreprises puissent un petit peu vous donner ce besoin de toujours acheter plus. Hein. Il y a 7 stratégies que je vous laisserai découvrir dans le bouquin, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais par exemple, il a aussi parlé évidemment de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire vous faire consommer un peu plus, de la publicité qui vous crée des besoins, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui parle de besoins primaires, hein, donc dans tous les 5 sens, vous savez, il joue là-dessus pour vous faire acheter des choses. Bref, c'est un livre qui est vraiment intéressant, il est très récent, donc il date de 2021, il me semble, pas 2022, mais 2021. Donc il m'a personnellement permis de mettre des mots sur ce que je ressentais dernièrement, mais surtout c'est un anthropologue, donc c'est un spécialiste des comportements humains, et il est allé très loin dans sa thèse-là, c'est-à-dire il a vraiment cherché tous les aspects, il a fait l'aspect historique, il a fait l'aspect un petit peu étymologique aussi, des mots, pourquoi on utilise le mot confort, l'usage, etc. Et puis après les différentes stratégies. Il a aussi comparé des auteurs, encore une fois, il rentre vraiment dans le détail sur les désagréments, tout ce qu'on est en train de faire économiquement, socialement et écologiquement, comme je vous disais. Il rentre vraiment dans les détails. Donc je pense que si vous vous intéressez à la question, si vous aussi vous trouvez qu'on va vers trop de modernité au point d'en perdre un petit peu notre âme, nos usages, nos coutumes, je dirais même, hein, suivez mon regard, eh bien c'est un livre qui peut être vraiment intéressant. Alors il y a de la sociologie, il y a de l'anthropologie, il y a de l'histoire, et il y a aussi un petit peu d'informatique, ce genre de choses, puisqu'il parle de certains logiciels, de certains produits qui sont high-tech. Donc vraiment, ça parle à tout le monde. C'est assez simple d'accès, il n'y a rien de compliqué dans ce bouquin-là. Vraiment, je vous le recommande. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner envie, c'était le but. Donner envie de peut-être aller plus loin dans la théorie, dans sa thèse, et de le lire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, surtout une très bonne après-midi, puisqu'on est dimanche après-midi. Et puis, surtout, si vous avez un commentaire, vous avez une question ou une remarque par rapport à ça, n'hésitez pas, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Voilà, à très bientôt.